Allez, voilà, c'est parti. Donc, comme d'habitude, on va faire le travail du dimanche. On va le faire donc en 3 parties. Première partie, c'est l'analyse du calendrier économique, hein, les horaires sur lesquels il ne faudra pas être en position pour dire que on puisse, on puisse se prémunir, se prévenir d'une grosse bougie. Deuxième point, ça va être un petit peu le climat des affaires, le climat dans lequel on évolue sur le marché. Et donc, on va voir, ben, vous l'avez vu ensemble, souvent c'est lié au titre de la vidéo. Et donc, aujourd'hui, on va traiter pourquoi le Nasdaq est pas cher et vous avez une bonne opportunité d'acheter le Nasdaq à aujourd'hui sur un tel prix. Et c'est Michel qui doit nous donner quelques éléments d'ailleurs sur ce point. Et ensuite, on finira par l'analyse graphique, un petit peu considérer vers où on peut aller cette semaine. Allez, donc c'est parti. On va prendre du coup. euh, J'espère que tu as préparé quelque chose, Michel. Je compte sur toi. Hein. Ah, moi, j'ai pas. Aussi. Moi, j'ai juste. On t'avait dit de préparer un petit truc. Ouais, moi, Voilà. j'ai pas fait d'études sur ça. Je vais dire Et tout peu ce que je importe. pense. Ah, Après, voilà, donc tu as ça, préparé un petit quelque chose. C'est bon, c'est ce qu'on ouais, voulait. si tu veux. Voilà. Allez, donc, les ventes de logements. Allez, on commence. Donc, lundi, 16h, les ventes de logements. Alors, ça, on le met, bien sûr que ce sera complètement avalé par la bougie de 16 heures, par le volume que représente la bougie de 16 heures. Donc, on n'aura pas de réel impact direct sur le marché, mais on se le met notamment, moi je le regarde pour pouvoir préparer ce travail qu'on fait le dimanche ensemble. On aura surtout l'indice des tendances de l'emploi ici à 16 heures, donc pareil, qui a une véritable importance. Allez, les tendances de l'emploi. Et c'est tout. Voilà pour lundi. Ce sera tout. Donc lundi 11 mai. Mardi 12 mai déjà. On met pas le T-note, pardon. Bon, le petit note 9 3 ans, heures. c'est pas assez, non. D'accord. Ok. Allez, le 12 mai, bon, 9h15, on ne sera pas sur le marché. On peut se le marquer parce que je sais qu'il y a des copains là, qui ont tendance en ce moment d'y aller le matin. On va leur mettre, si comme ça, si ils lisent juste nos notes, on l'aura. Donc, on a Williams qui parle à 9h15. On va éviter d'être en position. Le optimisme des entreprises à midi. Ça. Après, on aura donc surtout l'IPC, IPC Core, l'IPC qui sort, le CPI américain, hein, vous connaissez, on le traite assez souvent, donc c'est un chiffre sur l'inflation américaine, donc très important, 14h30. Après avoir eu 14h15 le chiffre ADP de l'emploi, donc les deux vont compter, ADP emploi à 14h15 et surtout donc 14h30, le CPI américain qui va sortir. Donc ça, c'est à se marquer en gras. Ce sera une grosse bougie, un gros mouvement. Et donc, on va le surveiller, notamment, on va voir avec ce qui peut se passer. Les Redbook de vente au détail, 14h55. Redbook, vente au détail. Donc ça, c'est plutôt pour préparer le travail de la semaine d'après, pour voir un petit peu ce que les différentes notes de vente que l'on peut avoir sur les cahiers, sur les carnets d'ordre. Donc c'est pas non plus vraiment, c'est pas une grosse bougie. L'IPC de la fête de Cleveland qui sortira à 17h. On peut se prémunir de ça, surtout qu'on va être certainement, enfin, on peut potentiellement être en live. Donc 17h IPC. On va se mettre fête de Cleveland. Ça peut donner du volume à la bougie. Pareil, se prémunir de ça. Ce sera tout. Ah non, T-note 10 ans, 19h. Hop, T-note 10 ans sur la bougie de 19h, en plus avec Goolsby qui s'exprime. Donc, il faudra, pareil, faire attention. 20h, le budget fédéral. Et ce sera bon. Le mercredi 13 mai. Mercredi 13 mai. Donc, on a un rapport sur
là, taux hypothécaire 30 ans, comme d'habitude. Prix à la production, là, on a pareil des chiffres sur les prix, plutôt des prix de production. Alors, on va se le marquer, bien sûr que l'Amérique n'est pas un pays de gros producteurs, hein, mais on va quand même se le noter parce que ça donnera une tendance sur l'inflation et IPP, prix production. Hop. Stock de pétrole, ça ira. Exploitation, production, importation de pétrole brut, stock. On peut faire attention au pétrole aussi. On sait qu'en ce moment, c'est des stats forcément qui vont jouer, mais bon, ça m'étonnerait qu'on ait. Mais dans le doute, il vaut mieux se le marquer. 17 heures. Ipsos, donc ça c'est pareil, c'est de l'emploi, le PSCI, Thomson Reuters Ipsos, c'est de l'emploi, c'est un chiffre sur la projection de l'emploi, un peu comme l'ISM, mais de l'emploi. 17h30 Collins, 19h le T-Bond américain, 19h15 Kashkari quand même qui est un membre qui est écouté, hein, souvenez-vous, c'était lui qui avait alerté, on va dire, sur l'emploi américain il y a un an et quelques, un an et demi maintenant. Donc, à se noter 19h, T-Bone, donc du coup, T-Bone 30 ans. Et tiens, et c'était le T-Bone 10 ans d'avant. Tiens, on va le mettre, on va se le mettre dans la T-Note 10 ans, il était là, hop, voilà, on va se l'ouvrir dans un autre onglet, on va s'en servir. Et donc 19h15 Kashkari. Donc le soir, il faudra faire un peu plus attention. 14 mai, 14h30, les chiffres sur les ventes au détail. 14h30, comme d'habitude, les inscriptions au chômage surtout, donc qui seront pas mal. Donc la Fed a un double mandat, emploi et inflation, hein, donc depuis des années maintenant. Donc c'est pour ça que c'est ces chiffres-là qui font vraiment bouger le marché sur ces horaires-là. On sera donc 17h30. On va se marquer donc tac. On va même se marquer 16h30 là. Stock gaz. Et 17h30, le GDP Fed d'Atlanta, comme d'habitude. Et ce sera tout. 23h30, on n'y est plus. 22h30 non plus. Voilà, 23h45, ce sera bon. Et vendredi, indice manufacturier, bon, pas trop. Production, taux d'utilisation des capacités, nombre de forages. Vendredi, on n'a rien. Voilà, vendredi, rien. Donc, parfait. Vendredi, hop, 15 mai, il n'y aura rien. Voilà. Dans les résultats d'entreprise, on va y passer vite fait, mais normalement, on n'aura rien. Hop, dans les résultats. Pétrole, Corp, Steris, non, Zebra, Cisco, voilà, on n'a rien. Donc, on est bon, on est tranquille. Et voilà. Voilou. Parfait, ça. On va essayer même de se resserrer plutôt vers là. Voilà. Janvier, février. Et bien voilà. Donc bon, mais c'est fait pour le calendrier. Ça, on va le garder un petit peu pour la partie psycho du marché. Et donc, on va regarder un petit peu ce que
comment se comporte le marché, où c'est qu'il en est le marché, tiens, on va se mettre même sur du une semaine, et voir un peu où c'est qu'il est, où c'est qu'il en est, qu'est-ce qui se passe et pourquoi, hein, ça peut se passer comme ça, et qu'est-ce qu'on peut attendre du marché. Donc, je sais pas, Michel, si tu veux nous donner. Si vous voulez, on peut faire un truc un peu. Je sais qu'il y en a pour qui c'est la première fois, mais justement, ce serait peut-être sympa de faire quelque chose un peu participatif, hein, que vous ayez, n'hésitiez pas vous aussi à donner un avis ou prendre la parole ou même en chat, hein, si vous voulez nous intervenir avec grand plaisir et donc voilà j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble et qu'on regarde ensemble. On a tendance à trouver le Nasdaq très élevé finalement sur un prix qui nous semble fou, un peu dingue. Euh, et donc, je veux essayer un peu à contre-courant de se dire, ben voilà, pourquoi il peut être là, qu'est-ce qui justifie ça, et finalement même, est-ce que on va en voir ensemble, est-ce que finalement c'est pas une bonne opportunité, voilà, et on essaiera de conclure ensemble sur ça. Donc dis-nous un peu, Michel, si tu et si Ouais. d'autres veulent participer, avec grand plaisir, dites-nous, Moi, je pense qu'est-ce que que vous c'est aviez vu? sur plusieurs trucs. Déjà, les entreprises de la tech, nous, du Nasdaq et tout ça, elles sont au top. Donc Mhm, ça, si elles vont bien, ça fait marcher quand même l'économie. Plus les entreprises elles vendent, tu vois, mieux l'économie elle se porte. Ça fait moins d'inflation, je pense. mhm, Après, Trump, il fait tout pour que les marchés restent hauts aussi, il y a ça. Après, il a mhm. annoncé aussi que la guerre, elle allait se terminer. Donc, peut-être, comme eux, ils pricent un peu sur le futur. Ils se disent, les taux ne vont pas monter, tu vois. Ça, Alors c'est attends, c'est- attends, c'est bon attends, pour attends, l'avenir, je ne attends. sais pas. Oui, oui, alors attends, va juste se donner le temps de développer chaque point. Donc, le premier point, on a dit, c'est le résultat des entreprises de la tech. Ouais. OK. Effectivement, le résultat des entreprises de la tech, il est carrément exceptionnel. Je ne sais pas si d'autres ont des idées qui les proposent, mais en attendant, je vais développer celui-là. Et comme ça va vous permettre, vous aussi, de pouvoir commenter ou dans le chat ou de prendre la parole. Donc, grosso modo, pour récapituler quand même les résultats des entreprises de la tech, les résultats d'entreprise de la tech, là, on parle de quoi? On parle quand même de résultats qui sont exceptionnels. Donc, Mm. souvenez-vous, on avait dit un truc, c'est que pourquoi on pouvait avoir des résultats d'entreprise qui étaient bons et un marché qui baissait. Souvenez-vous de ça. Est-ce que je ne sais pas si vous vous en souvenez de ce travail du dimanche qu'on avait fait, parce que on avait cette idée, on avait développé cette idée que on était surtout sur les guidances. On était surtout sur la vision des entreprises et qu'est-ce qu'ils n'allaient pas annoncer comme résultat, mais qu'est-ce qu'ils allaient annoncer pour les prochaines échéances. Et donc là, Mm. en fait, dans les résultats des entreprises, on a eu quelque chose d'exceptionnel, c'est que comment dire, ceux qui avaient la meilleure vision sur le marché, les estimations de progression que l'on avait dans les résultats pour les plus positifs, les plus ambitieux, ils avaient une projection de résultats à peu près de 15%, c'est-à-dire que 15% de mieux que les guidances annoncées. Là, on est à plus de 20% de mieux que les guidances annoncées. Donc, c'est-à-dire que sur le T1 2026 versus le T1 2025, il y avait les meilleurs, les économistes, on va dire, les plus optimistes sur les résultats, prévoyaient qu'on ait 15% de plus au T1 2026 que le T1 2025. Et on a fait, je crois, dans les 25% de progression en year to year, donc sur un an. Donc, c'est quand même une très, très grosse saison de résultats qui est sortie aux États-Unis. Et donc, ça, c'est quand même une grosse. Déjà, rien que cet effet d'annonce, si on n'a pas des guidances exceptionnelles, font que le chiffre, le
la valeur des entreprises doit être plus surenchérie par rapport au prix où elles se trouvent. C'est-à-dire que si les meilleurs ont une projection à 15% et qu'on fait 25%, forcément le titre il devient plutôt pas cher. On est Mmh. d'accord. Hein. Mmh. Donc ça déjà, c'est sur le résultat à l'instant T. Et dans les guidances des entreprises, dans ce que projettent les entreprises pour le T2 de 2026, il y a une projection du coup forcément qui est sur une dynamique exceptionnelle. Donc cette valorisation, elle permet déjà quoi? Elle permet déjà que souvenez-vous, souvent on parle des PE forward, hein, du ratio prix-bénéfice, hein, price earning, le PE forward, le PE qui est envisagé au moment des résultats du T2, qu'est-ce qu'il fait? Il est écrasé, ce PE forward. Et souvenez-vous que quand on trouve que les actions sont chères finalement et que si on regarde ce graphique-là, et que on se dit, OK, quand on était ici, là, quand on était vers les 26 000 points ici, au mois d'octobre-novembre, c'était quoi le PE forward? Le PE forward à ce moment-là, voire même le PE, le price earning à ce moment-là réel, hein, parce qu'il faut comparer aussi le projeté et le réel, puisqu'il est important, on était à peu près à 29 fois les bénéfices. D'accord? Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec des résultats d'entreprise qui sont si forts, si exceptionnels, finalement, le marché de la tech, il propose des résultats qui permettent que, en étant à ce prix, en étant à 28 000 ou 29 000, on ait un PE qui soit plus faible que quand on était ici à 26 000. Parce que finalement, le bénéfice réalisé est tellement fort par rapport à la valeur du prix de l'entreprise que ça écrase le ratio prix-bénéfice. Donc, c'est-à-dire que quand on était là à 26 000, on arrondit à 26 000, hein, quand on était là à 26 000, on était sur un PE forward plutôt aux alentours de 27, 20, 29, et maintenant, on est entre 21 et 23. Donc, on a réduit ce PE forward. Et quand on était ici, là, qu'on avait fait pareil, donc sur l'année 2025, en début d'année 2025, on était aussi sur un ratio de 27-29. Donc, en fait, on se rend compte qu'on est sur des plus hauts historiques de tous les temps, justifiés effectivement par des très bons résultats d'entreprise, mais qui font que finalement, dans le price earning, dans le côté ratio prix-bénéfice des actions des entreprises, on est toujours sur un ratio faible par rapport à ce qu'on a connu finalement dans un passé très proche. D'accord? Donc, on a un potentiel à la hausse qui est encore sous la pédale. On est d'accord. C'est-à-dire que si on s'est habitué à naviguer sur du price earning qui soit vers du 27, en moyenne peut-être même du 23-25, et on parle que du S&P, hein, là je fais le lien avec le S&P, le Nasdaq, on est toujours sur des ratios plus élevés. Si on a l'habitude que, alors pourquoi je prends le S&P, parce que le S&P c'est quand même les 500 entreprises de tech, donc ça compte encore plus que le Nasdaq, hein, c'est pour ça que je me base quand même dessus, puisqu'il donne une justification nette de ce qui se passe dans le Nasdaq, puisque si le S&P survole, le Nasdaq, lui, forcément, il survole encore plus, puisque le Nasdaq se concentre sur les 100 meilleurs, alors que le S&P sur les 500. Donc, si on s'est habitué à piloter, à être dans une voiture finalement qui roule à 200, quand d'un coup on roule à 130, on a l'impression que c'est OK. On a l'impression d'être en sécurité, on est d'accord. Donc, si on s'est habitué à avoir du price earning qui soit sur du 27, quand on est sur du 23, on se dit, OK, il y en a encore sous la pédale, on est d'accord. Il n'y a aucun problème. Donc, effectivement, Michel a raison. Les résultats des entreprises de la tech dépassent les attentes. Hein, ils dépassent complètement les attentes, que ce soit en termes de résultats et en termes de guidance, de projection, ce qui amène donc. Qu'est-ce que ça amène sur le graphique? Ça amène un PE forward, un price earning, qui soit plus faible finalement que ce que l'on a eu l'habitude d'avoir ces derniers
ces derniers temps. Après, Parce que ça, tu nous as dit quoi? comme ça va bien, les entreprises, ils vendent de plus. Donc, s'ils vendent de plus, il y a moins d'inflation, Et non, normalement. et Quoi, non, non? et non, parce que s'ils vendent de plus, il ne peut pas y avoir moins d'inflation. Ça, non. Et pour qu'il y ait moins d'inflation, il ne faut pas qu'ils vendent de plus. Pourquoi? C'est quoi qui fait l'inflation? C'est l'offre et la demande. Donc, Alors, s'il y a de l'offre et qu'en face, il y a de la demande, ça maintient l'inflation. S'il y a une offre, et si tu as 100 produits et que tu as 100 demandes, ben, tu n'as pas besoin de baisser tes prix. Tu peux même, quitte, voir les monter un petit peu. Si tu as 100 produits et que tu as 5 personnes qui veulent en acheter, il va t'en rester 95 sur les bras. Qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, il va falloir que tu baisses le prix pour pouvoir aller chercher des personnes qui veulent acheter. Donc, mathématiquement, ça, c'est pas vraiment bon pour l'inflation. d'accord. Ah ben, je pensais pas ça, moi. Donc, mais tu nous avais dit quoi tout à l'heure? Donc, tu avais dit le résultat des entreprises de la tech. Après, on avait vu quoi? Les Et les taux, autres, si vous ils voulez vont pas baisser participer, les hein, vous taux. pouvez aussi. Après, bon, Trump, il fait tout pour que ça reste en haut. Après, Bon, ça, ça, si tu veux, on le note-toi-le, mais on en parle un peu après, parce que pour être dans quelque chose de moins, qui reste, qui soit pas décousu, parce que c'est pas économique ça. ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est Ouais. un côté géopolitique. Donc quand on va Ap- aborder un peu plus le sujet géopolitique, on va en parler. Après, il y a aussi l'effet boomerang. Là, le fait que, comme les entreprises vont bien et tout ça, quand ils arrivent comme à leur stop loss, ils rachètent, et comme s'ils remettaient une pièce dans la machine, tu vois. Et ça Alors, fait que comme tu nous avais expliqué la dernière fois, un peu il y a ce les short côté, là, squeezy, je sais pas c'est quoi, ce là. qu'il dit le short squeeze Voilà, c'est ça. comme il dit Harvest. Bon, oui, mais là, on n'est plus dans Il a cet dit, effet de short pardon. squeeze. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne qui est short. C'est fini. On est d'accord. Là, ils ont tous liquidé les shorts. Le short squeeze, il a eu lieu quand on est Ah, arrivé finalement un petit peu vers ici. Si vous voulez, c'est quand s'est mis à percer. On l'avait vu ensemble. Donc, ouais, c'est ouais, vrai, ouais. À la on FMC. avait travaillé là-dessus. On avait vu que, en fait, finalement, on avait eu deux retournements, on avait eu deux bougies de retournement avant qu'il y ait vraiment la percée, et que, en fait, là-dedans, dans cette bougie-là, il y avait eu un peu de secousse. Euh, Pourquoi? Parce que quand il commençait à casser il aurait dû plafonner ici, en fait, hein, quand il a commencé à casser cette zone autour des 25 000 points, si on arrondit, euh, finalement, il y a eu short squeeze qui a fait qu'on est passé en fait de 25 000 à 26 000, même plus, 28, 27 000 en un claquement de doigts, finalement. Hein. En une semaine, on est passé de 25 à 27 comme ça. Donc, forcément, c'était ça le short squeeze. Le short squeeze, il avait lieu à ce moment-là. Après, on n'est plus dans le short squeeze, puisque de toute façon, on est. Ça y est, là, les comptes short ont été lavés. Donc, il y a un côté, oui, un peu algorithmique aussi, c'est-à-dire que l'algorithme, forcément, ben, comme ça s'emballe, comme ça rentre dans le marché, ben, lui, il suit, hein, il est binaire, donc il suit, il va acheter la foule. Mais en Après, il y restant a un peu aussi sur les entreprises, oui, dis-moi, sur après, il y les a quoi? entreprises, parce Non, mais qu'ils on misent, peut, ils misent beaucoup sur le prix, ils bougent sur le futur, un peu. Eux, ils misent un oui. peu sur le futur. Donc, si l'autre, il arrête la guerre, ils ont annoncé qu'il arrête la guerre, je pense tu vois, ça va aller de mieux en mieux, ils se disent. C'est Alors, comme s'ils misaient sur l'avenir, en gros. oui, on mise sur l'avenir, donc ça, ok. Donc bon, on va faire le lien. Juste pour finir sur les résultats d'entreprise, c'est que il il y a un lien que je veux faire entre les résultats d'entreprise et justement ce côté qui ira mieux, d'accord? C'est que dans ce contexte, alors, quoique, Ah, les taux, ils vont pas hausser les taux, comme ils avaient dit, ni les baisser. ça on le Donc, verra plus tard, hein. Ça on va se le marquer comme ça. c'est ça. Hop, ça, on va même mettre point d'interrogation parce que c'est ce qu'on va regarder. Puisque ça, si tu veux, si on commence à répondre à l'avenir ira mieux, alors que notre question, c'est de se dire, est-ce que finalement, quand on achète le Nasdaq à 30 000 ou quasiment Ouais, ouais, 32 ouais. 000, hein, on le paye pas cher, tu vois, Ouais. ça y est, on Oui. est déjà en train de répondre à la question. Donc là, on va se structurer. Donc du coup, par contre, ce qu'on peut se dire, c'est que effectivement, on va prendre une idée, c'est que
il y a quand même, souvenez-vous, on constate des divergences entre le côté résultat, le côté investissement de l'économie américaine et les chiffres macro de l'économie américaine. Donc ça aussi, on a quand même cet élément-là. Et cet élément-là, il nous dit quoi? Il nous rappelle que dans les chiffres du PIB, hein, dans le PIB, qu'est-ce qui se passe? C'est que on a majoritairement les CAPEX, hein, c'est l'investissement dans les CAPEX qui provient des CAPEX qui crée du PIB dans le américain. Vous vous souvenez qu'on avait vu ça, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on en avait parlé. Et donc, en fait, finalement, ce n'est pas la consommation et ce n'est pas les dépenses des ménages, hein, qui font la consommation, mais c'est les dépenses d'investissement des grosses entreprises tech américaines qui génèrent du PIB. D'accord. Souvenez-vous, on avait vu que ensemble, on avait parlé l'année dernière Les 7 à 50%, c'est ça, hein? Voilà, on avait parlé d'une stat l'année dernière qui faisait presque froid dans le dos. Hop, attendez, qui faisait presque froid dans le dos. J'ai envie de déjà, hop, voilà, ça y est. J'ai envie de dire, c'était que on avait seulement 10%, les 10% les plus riches, hein, qui consommaient 50% de la consommation américaine. Donc ça, c'était quand même une stat. 10% les plus riches américains représentent 50% de la consommation américaine. Donc ça, c'est vraiment un petit peu cette tendance-là qui confirme cet investissement, ce sentiment que le PIB américain est porté par l'investissement sur les CAPEX. Donc c'est quand même assez marqué. Donc ça, quand même, ça, il faut se le dire. Pourquoi ça s'est marqué? Donc les CAPEX représentent l'investissement majeur. Et pourquoi c'est important? Parce que finalement, si forcément le PIB américain est porté par cet investissement dans ces entreprises-là et que nous, on traite ces entreprises-là, forcément, ces entreprises-là, elles ont plus de vision d'avenir, elles ont plus de chances de s'en sortir que les entreprises, finalement, de d'autres secteurs d'activité. D'accord? Ça, c'est une évidence que, par exemple, si on prend Costco ou Walmart, qui fait de la consommation de produits type alimentaire et supermarché, on va dire, sur un modèle de consommation un peu supermarché, et si on compare à Amazon qui fait de pareil, qui peut essayer de cibler, de toucher leur marché, que ce soit sur l'alimentaire ou des produits de consommation, mais qui soit un petit peu plus tech, livré à domicile, etc. etc. Donc, forcément, si on investit massivement dans des entreprises comme Amazon, on a plus de chances que ce secteur-là devienne porteur que ceux où on n'investit pas. D'accord? Donc, forcément, ça aide ces entreprises-là à être dynamiques et à produire des résultats d'entreprise qui sont exceptionnels, puisque c'est confirmé par les résultats en suivant. Ça, on le voit aussi parce que on a, et on va faire un lien, c'est que donc ça, c'est un point. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? C'est quand même un petit peu ce lien qu'on peut faire entre les résultats des entreprises, la consommation américaine. Hein. Là, pourquoi on fait ce lien? C'est que vous voyez, on a eu des rallyes. Parce que là, le graphique, chaque bougie, là, c'est une semaine sur le graphique. OK? Voilà. Donc, on a eu des rallyes. On a eu regardez, hop, si on le réduit, vous voyez, on peut en noter assez facilement. On peut en noter un ici, on peut en noter un ici, on peut en noter un ici, un ici. Ah, les matchs, ça s'appelle des rallyes? Non, enfin, j'appelle des rallyes, c'est-à-dire c'est des périodes où on n'avait que du bleu. Si chaque bougie, c'est une semaine, quand tu as là, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines, tu vois, 6 semaines, il n'y a que du bleu. Voire là, celle-là, elle essaye de faire un retournement, mais après, ça repousse bleu. OK? Ici, pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu vois, 8. Donc là, on a eu.
hein, des poussées où pendant des semaines, c'était bleu. Hein. Regardez celle-ci, une des dernières, hein, un des derniers rallyes haussiers qui était arrivé depuis avril 2025, ça fait pile un an. Suite, donc ça, c'était ici, avril 2025, on est sur, souvenez-vous, qu'est-ce que c'est qui nous fait faire ça, là, le plus bas de l'année Ben, et qui c'est rebondit? pas quand il a fait la paix, là, ou je sais pas quoi. Les droits de douane. Ah, Ici, non, c'est voilà. les droits de douane. Et ici, hop, nouvel accord avec la Chine, boum, ça explose. OK? 8 Voilà. plailles, hein. Donc, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines consécutives Ouais. de hausse, d'accord? Une semaine avec un petit moment de retournement, mais après, 1, 2, 3, 4 semaines de hausse, etc., etc. Mais au milieu de ça, alors qu'on parle d'un contexte où on avait la Chine et les États-Unis qui potentiellement, on va dire, étaient dans un climat où un peu guerre froide, presque ils n'allaient plus faire de commerce ensemble. Au milieu de ça, on n'a pas, je trouve, cette verticalité que l'on retrouve ici. Regardez ici, quelque part, là, on est passé de, regardez, on est passé de 16 000, allez, 17 000 points, ici, on va Ça compter va. 17 000 points à 22 000, 23 000 points. Donc, on a pris 6 000 points finalement avant d'avoir la première bougie d'hésitation. Même ici, là, première bougie d'hésitation, vous voyez, on a presque touché les 23 000. Donc, on va compter 23 000. Donc, de 17 000 à 23 000, 6 000 points, on a mis finalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semaines, 11 semaines à y aller. OK? Pour faire 6 000 points. Regardez ici, si je prends le point bas à 22 900, donc je vais arrondir à 23 000, je suis passé à 29 000, j'ai mis 6 000 points dans la musette en 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Moitié du temps. En 5 semaines, on est allé beaucoup plus vite. Donc, cette verticalité, cette puissance qu'il y a eu sur un contexte où, ici, je suis dans le contexte 1, je suis la Chine et les États-Unis décident de refaire du commerce ensemble, ce qui est quand même important. Et ici, dans le contexte 2, j'ai quoi qui a changé? J'ai toujours le détroit d'Ormuz qui est bouché, j'ai toujours des problèmes géopolitiques et une tension au Moyen-Orient, mais j'ai des bons résultats des entreprises. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est ce qui va être bien. Ça veut dire que potentiellement, on peut se poser la question de se dire, est-ce que finalement ces bons résultats d'entreprise n'ont pas donné un positionnement un petit peu nouveau au Nasdaq, où on se dit, ben en fait, vu que, c'est des CAPEX qui sont les premières cibles d'investissement et qui sont le moteur économique du pays américain. C'est ça en fait, hein. Les CAPEX deviennent la source du PIB américain. Sans ça, et le PIB américain, excusez du peu, on projette combien de croissance aux États-Unis sur l'année 2026 à votre avis? Sur l'année, hein. Plus 8. Eh non, pas du tout. De 8 de croissance, mais t'es fou. T'imagines? Non, 3,3. Ouais, C'est pas on ça? projette plutôt du 2%. Regardez, hop, ici, on va prendre les économiques sur la semaine. Si on va, ben c'est simple, hein, faites du GDP d'Atlanta, souvenez-vous, c'est celui-là qu'on regarde. Et c'est lui qui nous dicte un petit peu les tendances, la vision de l'économie américaine. Il est sur du 3,7, tu as raison Michel, mais on est plutôt sur une projection parce que regardez, en avril, hein, on était sur du 1,3. Donc lui, si on lisse sur l'année, on projette plutôt du 2, quelque chose au niveau de l'économie américaine, d'accord? Puisque là, c'est pour le T3 qu'il a c'est pour le T2, pardon, qu'il a cette projection, ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lissé sur l'année, on projette finalement de faire du 2, allez, entre 2 et 2,5%. Donc, si on projette de faire du 2 et 2,5 et que ce
de ce 2, 2,5, on a peut-être, allez, on va prendre 2,5, on a 2% ou on a 1,75% qui est fait par les CAPEX, puisque on a 10% des plus riches qui consomment 50% de la consommation américaine. Donc, ça veut dire que c'est les entreprises du Nasdaq qui génèrent 50% de ce PIB-là. Donc, quelque part, déjà, elles ne sont pas exposées de la même manière aux risques géopolitiques. Parce que ça veut dire que quand le risque géopolitique se met en place, on va dire, ben elles continuent à attirer les investisseurs. Donc, elles ne sont pas exposées de la même façon. Deux, est-ce qu'elles sont exposées de la même façon aux problèmes d'inflation? Est-ce qu'elles sont exposées de la même façon aux problèmes géopolitiques du Moyen-Orient? Souvenez-vous, quand la guerre en Iran a démarré, je vous avais dit, le Nasdaq, il ne va pas s'effondrer comme un couteau qui tombe. On avait dit, vous verrez demain, on aura certes une bougie rouge, forcément, mais on n'aura pas un changement majeur du marché où on va perdre 8% parce qu'il y a eu le premier bombardement. Vous en souvenez? Michel notamment, j'espère que tu t'en souviens, qu'on se l'était dit, d'accord? Et effectivement, on avait eu cette bougie-là, hein, effectivement, on était passé de 21 008 à presque 20 004, donc on avait perdu 1000 et quelques points, mais on n'avait pas eu un cataclysme. Pourquoi? Parce que finalement, la tech, c'est pas les Américains c'est pas les Iraniens qui la consomment. On est d'accord. Et elle n'a pas réellement besoin de l'Iran pour pouvoir se développer. Elle n'a pas vraiment besoin de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz pour pouvoir continuer à faire du chiffre. D'accord? Donc, finalement, on peut se dire que cette double vision en fait qu'il y a eu au niveau du Nasdaq, ça peut être quoi? Ça peut être que les investissements qui sont faits par les CAPEX dans le PIB et finalement ces bons résultats qui sortent, ben, qu'est-ce qu'on a comme acteur sur le marché? On a certes des traders retail comme nous, mais est-ce que c'est eux qui réellement guident le marché? Pas vraiment. On a quoi d'autre? On a aussi les hedge funds et ce qu'on appelle la smart money, les asset managers, des gros investisseurs qui, eux, pèsent. Et en fait, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire, eux? Ils cherchent à fuir le risque géopolitique. On est d'accord? Et donc, si on considère que dans un marché où on peut avoir des difficultés géopolitiques, dans un marché où on peut avoir justement des tensions même géopolitiques. On l'a vu dans la semaine où le chancelier allemand s'est permis de critiquer la guerre la guerre américaine en Iran en disant que les Américains se faisaient humilier par l'Iran. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Boum, sanction de Trump. On connaît Trump. Hein, si on le critique, boum, il contre-attaque. Il envoie directement 25% de droits de douane sur les voitures, allemandes. Et il retire 5000 hommes du territoire américain. Bon, 5000 hommes, c'est pas fou quand on sait le nombre de personnes qu'il y a, le nombre d'Américains sur le sol allemand, mais quand même, il met une sanction. Dis-moi. Il a le droit de faire ça, le truc des douanes? Il s'était pas passé, non? Oui, mais comme lui, il le fait et qu'il utilise un autre. Pardon, il utilise un autre alinéa. Maintenant, il va falloir qu'ils attaquent le nouvel alinéa qu'il utilise pour que finalement, il va faire que ça. Il a dit qu'il continuerait à utiliser son pouvoir, quoi qu'il en soit. Donc bon, en tout cas, ce qui se passe, c'est quoi? Est-ce que le Nasdaq, il est touché quand les voitures allemandes ne peuvent plus être exportées sur le sol américain? Même si demain, il disait il n'y a plus de voitures allemandes du tout. Je pense pas. Ben voilà, le Nasdaq, ça lui change quoi à lui? Finalement, la tech, elle est américaine. Finalement, là, on est connectés tous, soit avec un Apple, soit avec un ordinateur, soit avec un Microsoft. Finalement, est-ce qu'on a le choix de les utiliser? Soit sur votre téléphone avec un Apple ou avec un Samsung, avec des produits, on a tous des produits tech américains.
On est sur Google, on est sur, etc. Donc finalement, en fait, cette tech, elle devient une aversion au risque géopolitique. Et ça se confirme dans ses résultats. Vous voyez ce que je veux dire dans le cheminement? C'est-à-dire que c'est là où on a fait le plus d'investissements et c'est là où on a les meilleurs résultats. C'est là où il y a du contexte géopolitique qui n'est pas stable pendant que nous, on fait des investissements et les résultats sont quand même bons et les projections, les guidances sont bonnes. Donc, en fait, finalement, est-ce que quand tu es gérant de fonds, quand tu es gérant, quand tu es asset manager, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas prendre le risque d'aller sur l'allocation d'actifs un peu risqué, même sur du pétrole? Du pétrole où demain il y a un tweet de Trump où on peut voir que Poutine a dit qu'il était prêt à discuter dans le week-end là d'une paix avec l'Ukraine, de la paix avec l'Ukraine sur un territoire comment ils disent là, sur un territoire neutre. Donc, si la semaine prochaine, on a la paix en Ukraine, qu'est-ce qui va se passer au niveau du pétrole? Ça va être moins cher. Ça va baisser, mais ça va baisser dru. Ça va pas Mais baisser de normalement, oui. 1%, ça va baisser dru. Donc, du coup, est-ce que si tu es asset manager, tu vas prendre le risque géopolitiquement d'être exposé à une résolution de conflit, d'être exposé à un tweet de Trump, d'être exposé à une bombe qui tombe au mauvais endroit et qui pourrait faire complètement exploser aussi le prix du pétrole ou d'autres matières premières? Ou est-ce que tu vas aller sur un secteur tech qui finalement, de toute cette situation, ben lui, il en tire plutôt un peu profit. Parce que finalement, il en tire profit parce que si on a besoin, on l'a vu notamment avec Musk, quand il y a eu la guerre en Ukraine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fourni du Starlink, il a aidé, donc il a été acheté, il a fourni du matériel. Quand des drones ou d'autres outils, que ce soit un peu de défense, interviennent, finalement, c'est de la tech. Donc finalement, la tech, elle est plutôt dopée par ce contexte géopolitique qui se tend. Elle n'est pas baissière, elle n'est pas impactée négativement. Et finalement, même s'il y a une résolution de conflit, est-ce que les investissements, ils vont continuer? Ben oui, ils vont continuer parce qu'on a bien compris que maintenant, on est ultra dépendant de la tech. On devient, nous, en tant que consommateurs, mais même les pays deviennent ultra dépendants de la tech. On le voit avec ce qui peut être proposé sur le terrain, même sur des terrains de guerre. D'accord? Donc, finalement, ces entreprises-là sont une source d'investissement au niveau des CAPEX et au niveau donc des résultats. Et on va faire le lien avec justement avec le schéma par rapport à l'investissement. On pouvait se dire aussi, je sais pas si, donc souvenez, cette semaine, on a eu quand même deux chiffres qui étaient importants, qui sont le chiffre sur l'ISM qui est ressorti à 53, l'ISM des services, il est ressorti à 53. Donc, pour rappel, l'ISM, c'est on pose des questions aux chefs d'entreprise et ils y répondent. On fait une moyenne, c'est une sensation que l'on va avoir. Et donc, de cette moyenne, on va avoir un point. Si on est à 50, c'est l'équilibre. C'est quand on n'est ni optimiste ni pessimiste. Quand on est en dessous de 50, on est pessimiste. Et quand on est au-dessus de 50, on est optimiste. Et on a 53. Donc 53, c'est quand même un niveau, c'est plutôt un bon niveau, c'est un niveau d'expansion. Donc on n'est pas non plus sur la fanfaronnade, mais c'est plutôt un bon niveau. Donc en fait, ça veut dire qu'on est dans un scénario où on a quand même un ISM des services qui est positif. Je vous rappelle que le 3/4 de l'activité économique aux États-Unis, 75%, un peu plus de 75% des États-Unis, c'est du service. C'est pas de la production. On est dans tout l'Occident, on est sur des entreprises, on est sur des pays qui ne sont pas des pays producteurs, c'est des pays consommateurs. Donc on est producteur de services, mais on n'est pas producteur de produits. Okay, donc il faut, ça c'est quand même un point qui est important. Et qui c'est qui produit du service? C'est la tech. Plus de tech. Ouais. C'est la tech. D'accord? Donc finalement, on est sur des secteurs qui sont encore en expansion. Alors après, on va prendre le quid de la question aussi de Trump.
c'est que, comme tu disais, donc ça c'est le troisième point que tu disais, Trump, il fait attention au marché, on va dire. Hein. Ouais, on dirait qu'il veut le laisser bien haut. D'accord. OK. Mm. Trump fait attention au marché. Pourquoi Trump fait attention au marché? Pourquoi Trump pourrait avoir un intérêt que la tech soit haute? Bon, on peut voir que quand même, il est très bien entouré de tous ceux. Ils étaient tous à son investiture, ils étaient tous à le soutenir. C'est le président de la tech. Hein. Souvenez-vous, quand il avait été élu, comme les marchés étaient montés, Ouais. sous la dynamique de Trump, parce qu'on sait que c'est le consommateur. Et pourquoi on peut avoir cette tendance-là et en quoi ça peut aider aussi à faire monter, c'est que quand on regarde les chiffres, ce mois-ci, le mois d'avril, il est important dans la consommation. Pourquoi il est important en termes de consommation? C'est que en termes de consommation, le mois d'avril, c'est un mois où les Américains reçoivent le refund, la taxe refund. C'est-à-dire que quand ils ont payé de l'impôt, finalement, après, on recalcule l'impôt et on leur rend, pardon, excusez-moi, pas revend, on leur rembourse. Hein, c'est le remboursement d'impôt. C'est le mois où ils perçoivent le remboursement d'impôt. Et ce mois-ci où ils perçoivent le remboursement d'impôt, il n'y a pas eu une surconsommation des Américains. On est resté normal, voire même elle a un peu baissé la consommation. Donc ça, c'est quand même un petit peu, c'est un point d'alerte qui aurait pu être vu comme une alerte par le marché, hein, et qui peut être vu. Et c'est ça, je pense, regardez, si on Il y a eu moins prend... de remboursement, peut-être. Non, il n'y a pas eu. C'est pas qu'il y a eu moins de remboursement, parce que bon, même s'il y en a eu moins, il aurait fallu qu'il y ait plus de consommation que les mois où il n'y a pas le remboursement, en tout Oui, cas. logiquement, oui, Et ils ont là, on plus l'a pas d'argent. cet effet-là. Et si on regarde, et pourquoi c'est intéressant donc, de se dire ça, c'est se dire ok, nous on traite le Nasdaq, et donc là on est en train de traiter le sujet du Nasdaq et voir un petit peu qu'est-ce qu'il peut y avoir comme projection pour les semaines, mois à venir. Mais si je tradais le Dow Jones, est-ce que le Dow Jones, il est sur une même dynamique? Bon, finalement, OK, il y a bien 1, 2, 3, 4, 5 semaines bougie bleue. Très bien. Est-ce qu'il bat record sur record, le Dow Jones? Ben non. Son plus haut, il date du 9 février 2026. Mm. OK. Donc là, il est quand même bien, mais regardez, là, ces dernières semaines, il stagne plutôt. Ouais. OK? Donc, il n'est pas en train tous les jours de battre un nouveau record, le Dow Jones. Serait Le presque un Dow Jones, double top. c'est les entreprises majeures américaines. Et dedans, on retrouve quelques entreprises de la tech. Donc, forcément, ça le tire vers le haut. D'accord? OK. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, si je prends le S&P, on va prendre le S&P. Attendez, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Voilà, ça va être comme ça. Hop, je vais prendre le S&P. Le S&P, ouais, il est en train de battre record sur record. Bon, c'est normal, puisqu'on l'a dit, il a cet effet tiré par, comme le Nasdaq, mais il y en a 500 d'entreprises. Pourquoi? Et tiré par l'IA. Mais le S&P, finalement, regardez, ici, il y a une semaine où il a eu du mal à faire le nouveau record. Il a stagné. Nous, on est allé chaque semaine chercher des nouveaux records. Hein. On n'a que sur le Nasdaq, si on prend le Nasdaq, ici, regardez, il n'y a pas une bougie qui est à la même hauteur. Il n'y a que des nouveaux records sur nouveaux records. Et donc, qu'est-ce que ça peut nous donner aussi? Et donc, si on prend le marché, alors on va se faire le regard. Si on prend le marché européen, ça c'est le CAC 40, ok. Donc là, on n'est même pas du tout sur le plus haut puisque c'était en février avant le conflit. Si on prend le DAX, on est même chanson en dessous du plus haut, ok. Donc, c'est bien quelque chose qui est très lié au Nasdaq. Et donc, c'est lié au Nasdaq, dont on vient de dire, Trump aime bien, et ça ne le dérange pas, que ces entreprises-là soient sur les plus hauts. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la consommation américaine, comme on disait, n'est pas liée, le Nasdaq n'est pas lié à la consommation américaine, puisqu'on vient d'expliquer depuis maintenant 20 minutes ou plus que l'on parle, que le Nasdaq il est essentiellement lié à l'investissement sur les CAPEX. Donc, en fait, finalement, les autres marchés qui, eux, sont plus liés à la consommation, ont bien intégré, ont bien digéré ce problème de consommateur et de consommation. Pourquoi ça peut tirer le Nasdaq un peu vers le haut? C'est parce que, finalement, la consommation n'étant pas au rendez-vous, qu'est-ce qui peut se passer? L'inflation ne va pas grimper.
Si même quand on rembourse les Américains, finalement, on n'a pas plus de consommation, c'est peut-être pourquoi, à votre avis? Pourquoi ils auraient pu ne pas plus consommer? On a perdu Michel. Ils auraient peut-être pu ne pas. Et les autres, vous dormez, je ne sais pas. Hein. Ils auraient peut-être pu ne pas plus consommer parce que finalement, l'inflation que l'on a eue sur l'énergie a été absorbée par le remboursement d'impôts qu'ils ont eu. Donc, ça leur a permis de financer le surplus d'inflation qu'ils ont eu sur l'énergie et sur d'autres produits, notamment le pétrole qui a explosé aux États-Unis comme jamais vu depuis qu'on calcule l'indice. Donc, c'est vous dire depuis comme c'est historique au niveau de l'explosion. Et qu'est-ce qui se passe forcément? Bon, ben ça va tendre les taux. Hein. On le voit ici dans les taux à 10 ans parce que on voit que les taux, les obligations, par contre, elles remontent un petit peu. Le 10 ans suit une trajectoire montante. Hein. Il était ici, vous voyez, sur des plus hauts de plus en plus bas. On l'avait vu ensemble la semaine dernière et il repart sur des plus hauts de plus en plus hauts. Donc, on a quand même ce risque obligataire. Ce risque obligataire, il est obligé d'être pris en compte par la Fed au niveau des décisions. Et la Fed ne va pas pouvoir non plus, alors elle peut envisager une hausse de taux, mais ça, on a vu que quand même, c'était pas le deal. Pourquoi elle n'a pas besoin de l'envisager? Parce que pour l'instant, on n'a pas un choc de consommation, hein, on n'a pas beaucoup de consommation. Donc, elle n'est pas dans une. Et on n'a pas non plus un choc inflationniste. Et la semaine dernière aussi, on a eu un chiffre sur l'emploi positif. C'est-à-dire qu'on a eu plus de création d'emplois qu'attendu, mais beaucoup plus qu'attendu. Donc, ça veut dire que si on est sur un marché de l'emploi qui repart, on est plutôt. Mais avec des salaires, par contre, moyens, qui eux étaient en baisse par rapport à ce qui était attendu. C'est-à-dire que la progression des salaires moyens était moins forte qu'attendu. Donc, ce qui fait qu'on se dit, en fait, ça, c'est tout bon. C'est-à-dire, si on crée de l'emploi et qu'on ne génère pas d'inflation supplémentaire par cette création d'emplois, ça veut dire que potentiellement, on va recréer un peu de consommation, mais pas de la consommation qui va amener de l'inflation. Donc, c'est quand même positif et c'est bon pour l'économie américaine. Donc, ça, c'est deux chiffres assez forts qui sont sortis. Et surtout, c'est des chiffres qui ne vont pas permettre, comment dire, qui vont pas pousser la Fed à réaugmenter ses taux et qui peuvent lui permettre, lui donner du souffle, lui donner du temps pour accepter que ces taux restent neutres encore pendant un petit moment, voire potentiellement, si l'inflation reste stable, éventuellement se reposer la question de les baisser. Et qu'est-ce qui est, donc pour conclure, un des éléments qui va être super intéressant à regarder, c'est finalement qu'est-ce qui peut être l'avenir? Alors, je ne sais pas si Michel il est revenu, mais Ouais. qu'est-ce qu'il peut nous dire? Donc, Trump qui fait attention au marché. Après, qu'est-ce que Ouais. tu avais d'autre? Après, j'avais dit sur le truc sur l'avenir. La On a guerre, hein. dit. L'autre, il a dit que c'est la géopolitique, ça, c'est pas pareil, mais bon. Ben oui, mais ça y est, là, on arrive à la fin. Donc, les résultats des entreprises sont bons. Les investissements se font dans le secteur de la tech. Trump fait attention au marché et se soucie que le marché tech se porte bien, puisque c'est quand même une source économique aussi pour lui. Et donc, qu'est-ce que tu avais noté La d'autre si tu géopolitique, les avais il avait notés? dit, c'est Rubio, je sais pas qui a dit que la guerre allait s'arrêter, non? Donc, si Normalement, la mais bon, guerre va comme ils disent A, s'arrêter, ils qu'est-ce disent qui peut B. être OK? L'avenir ira mieux. Ah oui, Alors, si la guerre et donc, s'arrête, pour eux, ça ira mieux, je pense. donc ça ira mieux. Donc ça, c'est quoi? Là, qu'est-ce qu'on peut se dire? Là, on va en venir à quelque chose qui est super intéressant. C'est sur ces nouveaux records, ce graphique, il est hyper marquant. C'est-à-dire que si sur ces nouveaux records, quel pourcentage d'actions contribue à effectuer ces nouveaux records? Donc j'explique. Ça veut dire que si j'établis le marché, le S&P 500 établit un nouveau record,
de combien d'actions des 500 entreprises, de quel pourcentage des 500 entreprises il a besoin pour établir ce nouveau record. 51,29 là, c'est ça? Donc, là, vous pouvez voir que ici, à peu près en 2024, lorsqu'on a fait le nouveau record de 2024 ou le nouveau record de fin 2023, début 2024, on avait pas loin de 80% et un peu plus de 80% des entreprises qui composaient l'indice qui contribuaient à ce record. D'accord? Et à aujourd'hui, lorsque on bat chaque jour le plus haut de tous les temps et qu'on crée un nouveau record, il y a, entre guillemets, seulement 51,29% des entreprises qui composent l'indice du S&P 500 qui contribuent à ce nouveau record et qui sont supérieurs à la moyenne mobile 100 jours. D'accord? Donc, c'est sur le S&P 500 quelles entreprises sont plus haut que leur moyenne mobile 100 jours. C'est-à-dire que sur les 100 derniers jours, quel était le prix moyen? On compare au prix moyen d'aujourd'hui, et cette moyenne mobile qui sort, il n'y a que 51% des entreprises, des 500 entreprises, qui sont au-dessus de la moyenne de prix sur 100 jours. D'accord? Ça veut dire que si il y a un énorme potentiel qui peut continuer à venir contribuer à créer ce nouveau record. On est d'accord? Oui. Donc, si demain, sur les 500, on se met à avoir et à venir, ne serait-ce que là, à 75 ou au dernier plus haut, proche de 70%, si on a ce delta, cette progression de plus de 20% et qu'on a 20% des 500 entreprises du S&P qui basculent au-dessus de leur moyenne mobile 100 jours, forcément, ça veut dire que le marché, lui, il va faire quoi? Il va exploser à la hausse. Ok, il va être dopé par cette montée au-dessus de la moyenne mobile 100 jours. Donc lui-même, il va largement passer au-dessus. Donc on a un potentiel de hausse qui est ahurissant. C'est fou quand même. On a la moitié des entreprises qui peuvent nous aider à aller chercher plus. D'accord? Qui peuvent nous aider à aller chercher plus. Ça ne veut pas dire que les autres, ils vont baisser. Peut-être qu'eux aussi, ils vont continuer de monter. D'accord? Donc, on a un potentiel de hausse de fou. Mais quand même, regardez, on prend cette tendance et on montre que on a quand même une flèche vers le bas. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette flèche? On est sur un truc baissier. On est sur une divergence baissière. C'est-à-dire qu'on est sur des records qui sont de plus en plus hauts, d'accord, qui sont de plus en plus historiques, des prix qui sont de plus en plus dingues, mais on a de moins en moins d'entreprises qui contribuent à ce record. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devient de plus en plus dépendant à quelques entreprises finalement. Ou que les gros bouffent les petits. Et que les gros bouffent les petits, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'avant, on prenait tout le monde ici en 2020-2021 pour aller chercher des nouveaux records, donc tout le monde en profitait. Et maintenant, finalement, ça veut dire que, en fait, de cette tendance haussière de ce nouveau record, il ne profite pas à tout le monde, ce nouveau record. Il profite à une minorité. D'accord? Donc, on est bien exactement dans ce qu'on est en train de dire. On est bien dans ce côté d'investissement massif de CAPEX et dans ce changement presque j'ai presque envie de dire de paradigme dans cette nouvelle ère IA qui, en fait, a ce côté narratif IA qui bénéficie d'investissements dingues qui font exploser la valeur des entreprises. D'accord? Mais les autres, finalement, eux, ne contribuent pas et ne sont pas drainés, ne sont pas tirés. Ce n'est pas une locomotive économique qui se met en place et qui fait que tout le monde rentre de l'argent et on est positif. Et ça, je pense que tout un chacun qui est sur ce live peut le ressentir dans sa vie de tous les jours. Il ne se dit pas qu'on est dans une économie qui est verte, quoi, où c'est le monde des bisounours et où tout le monde est heureux et consomme à foison. Et du coup, en fait, finalement, oui, c'est ça qui fait que là-dedans, pour nous, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on se dit, mais c'est dingue, le marché, il est sur des records historiques jamais vus et chaque jour, il explose le record de 200 points.
Alors que quand moi, je vais dans la rue, j'ai l'impression que c'est vachement dur, que quand je vais faire les courses, j'arrive pas à m'en sortir, etc. Donc, finalement, on est tout simplement dans le regard de notre microcosme, le regard de notre vie à nous. Mais si on s'extériorise, on comprend que, en fait, ce chiffre-là vient d'expliquer tout seul, à lui tout seul, tout ce qu'on vient de dire pendant presque 50 minutes. Il vient expliquer que, en fait, ces entreprises-là qui en bénéficient énormément et qui, elles, explosent à la hausse, qui tirent le marché complètement vers le haut sur un prix fou, mais en fait, toutes les autres n'en profitent pas. On n'en profite pas tous. Finalement, il y en a plein qui n'en profitent pas. Okay, et donc, cette dynamique baissière, elle donne aussi une dépendance au marché. Et donc là, moi, je pense que qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut être à venir? Est-ce que l'avenir ira mieux? Ben, moi, je vais mettre une pièce. Et si je devais faire un trade d'investissement ou une vision d'investissement, je me dirais quelque chose. Je me dirais que, est-ce que finalement, effectivement, si on a un contexte géopolitique qui se résout, est-ce que finalement, on ne pourrait pas avoir un Nasdaq qui va perdre son avantage? Je m'explique. Est-ce que si on est en train d'expliquer depuis tout à l'heure que le Nasdaq, il peut être il y a des asset managers qui doivent ressortir des résultats, qui ont des clients, qui ont de l'argent et qui voient le Nasdaq exploser à la hausse et faire plus X% en quelques semaines, ils ne peuvent pas appeler leurs clients et leur dire « moi, j'ai fait que 1% de gain ». Ils sont obligés d'aller chercher du gain. Et quelque part, c'est leur boulot d'aller chercher du gain. Okay, donc, quand on a des... regardez, voilà, quand on a ça, quand on a un VIX qui s'écrase comme ça, donc la VIX, c'est la volatilité. Hein. Pourquoi on regarde le VIX? Parce que, souvenez-vous, on sait que le VIX, c'est un peu comme le short squeeze, c'est-à-dire que pour couvrir sa position, qu'est-ce qu'on fait? C'est que quand les marchés deviennent baissiers, on achète de la volatilité pour se dire, ben, OK, la volatilité, elle va monter. Hein, la volatilité, elle regarde l'écart de prix entre les plus hauts et les plus bas. Donc, la volatilité va monter et ce que je vais gagner sur la volatilité, c'est ce que j'accepterai de perdre sur mes portefeuilles. Donc, finalement, là, forcément, quand le marché monte, la volatilité, elle s'écrase. OK. Et par contre, j'ai un risque obligataire. Ça, c'est ce qu'on a parlé la semaine dernière. Donc, on ne va pas le refaire en entier, mais la vidéo est disponible sur YouTube. Donc, le risque obligataire, si j'ai un risque obligataire, si je peux avoir du 4%, regardez ici, là, comment se comportaient les marchés obligataires avant la guerre en Iran. Ils étaient vraiment sur une tendance baissière. Mais net, hein, je veux dire, c'est évident, quoi. D'accord? Et d'un seul coup, il y a eu la guerre en Iran. Regardez comme ça a complètement changé le mouvement du marché obligataire. Okay, donc, finalement, si ce marché obligataire, il explose, si ce marché obligataire, il monte quand même, d'accord, et qu'il a ce graphique. Si ce marché obligataire, il monte, moi qui suis investisseur, qu'est-ce que je vais préférer faire? Me mettre sur des marchés à risque dans un contexte géopolitique difficile ou aller prêter à un État sur 10 ans et avoir du 4% de rendement? Bon, ben, peut-être que c'est mieux d'aller chercher 4% de rendement sur des gouvernements. Et comme ça, c'est plus sécuritaire. Ouais. Donc, finalement, si j'ai une opportunité sur le marché obligataire, j'ai les asset managers, pour conserver leurs fonds, pour pouvoir continuer de trader, ils sont obligés à aller chercher de la performance. Ils ne peuvent pas faire du 4%, sinon le mec, il leur dit merci, rends-moi mes millions d'euros, j'ai pas besoin de toi. 4%, je les donne au gouvernement américain, on va me les donner. Regardez le 10 ans américain. Et quelque part, c'est quasiment du garanti. Quand j'ai 4,28 sur le gouvernement américain, est-ce que j'ai envie que mon banquier ou mon asset manager, il me produise 4,28? Ben non, j'ai envie qu'ils me produisent beaucoup plus. Sinon, je ne prends pas de risque. D'accord? Donc, du coup, eux, ils sont stressés par ce risque et par ces chiffres obligataires. D'accord? Ils sont stressés par cette obligation de résultat au niveau obligataire. Et donc,
ils vont pouvoir partir, ils vont prendre du risque sur les marchés, et c'est ça qui aussi dope le marché, d'accord? Et donc, si la valeur refuge, le statut de valeur refuge du Nasdaq, et nous, on ne se trompe pas dans notre analyse et qu'on se dit que potentiellement le Nasdaq, il est tiré vers le haut, un, par les investissements de CAPEX, deux, par ce côté valeur refuge, c'est encore là où on arrive à avoir du chiffre, à avoir des bons résultats, même dans ce contexte géopolitique. Alors, quand le contexte géopolitique va se solutionner, finalement, est-ce qu'on aura besoin de se couvrir sur le risque? On aura moins besoin de se couvrir Non, sur le risque. non, non, pas Donc, vraiment. potentiellement, ça peut être le moment où le Nasdaq il va rendre un petit peu. Et il va plutôt reculer. D'accord? Et Ouais. donc, ça peut être le moment où le Nasdaq, je ne vais pas vous dire qu'il va reperdre, soyons clairs, on ne se dit pas qu'il va reperdre 20%, hein, je ne sais pas ce que je dis. Mais finalement, c'est plus quand on va se diriger vers des, euh, comment dire, des résolutions des conflits géopolitiques qu'on pourrait avoir ce retracement sur le Nasdaq. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on pourrait avoir un Nasdaq qui revient travailler des seuils intéressants. Vous voyez, au lieu d'avoir comme ça cette montée perpétuelle, ben peut-être que c'est dans ces phases-là où on aura des moments un petit peu plus, voilà, comme celui-là, sans parler de perdre 20%, mais des journées un petit peu rouges qui reviennent intelligemment travailler des zones pour les valider. D'accord? Voilà ce qu'on peut, je pense, penser si effectivement le Nasdaq a eu cette position de valeur refuge au niveau des managers. Donc, qu'est-ce que on peut attendre? Tiens, on va se remettre en journalier. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Ben, c'est que quand même, si effectivement on devait avoir pas mal de résolutions de conflits, ici, c'est pas encore le cas, hein, mais ici, pour finir un petit peu tout ça, c'est que on a un seuil qui est intéressant, on va se le tracer aussi. On va avoir ici un prix super intéressant proche là des 350, hein, voilà, vers le point pivot mensuel, on va le mettre vers 300, hein, ici, qui quand même est super intéressant parce que vous voyez que depuis qu'on l'a pété, on n'est jamais revenu dessus. Donc, ça pourrait être bien aussi de revenir à terme, hein, dans l'année, peut-être d'ici septembre, revenir travailler un petit peu cette zone-là pour prendre appui et repartir. OK? Voilà ce qui peut se passer. Et pourquoi on pourrait envisager ça? Parce que peut-être on pourrait avoir un peu plus de prise de bénéfices si on est sur une rotation sectorielle finalement et que au lieu d'acheter de l'Europe parce que le conflit, parce que la géopolitique est dangereuse ou pas bonne, on est en train d'acheter du Nasdaq et de la tech et que finalement ça se détend et que on a l'Ukraine et la Russie qui trouvent un accord et que d'ici un mois et quelques, on a l'Iran et les États-Unis qui trouvent un accord. Ben, finalement, le contexte géopolitique qui se détend, on va peut-être ressortir les billes du Nasdaq, on va un peu les réinvestir en Europe, les réinvestir un petit peu sur les différents marchés, et donc le marché du Nasdaq pourra respirer un petit peu, pourra un petit peu revenir travailler des zones intéressantes. Et quand on aura les résultats des entreprises qui ressortiront à ce moment-là et qui seront positifs et qui seront bons, etc., eh bien, nouveau rebond et on ira rechercher des plus hauts. Ça, c'est pas un problème. D'accord? C'est pas, je suis pas en train de vous dire que le Nasdaq va perdre 40% ou 20%. Non, on est en train de se dire juste qu'est-ce que c'est qui peut arrêter ce côté vertigineux des poussées, des montées qui peuvent sembler un peu folles, et en quoi on peut considérer que finalement, c'est pas si délirant d'avoir ce Nasdaq qui soit élevé. Voilà ce qu'on est en train de se dire. Essayer de relativiser quand on ouvre le graphique et de se dire ah, ça m'embête d'acheter sur ce niveau-là parce que j'ai l'impression que c'est démesuré. Ben, finalement, on le voit, c'est pas si démesuré dans le contexte actuel. Et c'est peut-être un changement de contexte qui pourra revenir faire baisser un petit peu l'indice pour qu'il puisse revenir sur ces seuils. Alors, c'est pas totalement euh,
obligé, hein, c'est pas, sinon ce serait très simple le trading, mais quand même, c'est vérifié assez fréquemment que quand on casse une zone, il y a bien un moment où on revient dessus. D'accord? Donc ça, on fait pas, on n'est pas des génies de la finance de le voir et de le dire. Donc du coup, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez voir quelque chose. Sinon, on va passer un petit peu, du coup, à l'analyse graphique. Bon, pas de questions. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait avoir cette semaine? Bon, les plus hauts, ben, j'ai envie de vous dire, je pense de toute façon qu'on va aller honnêtement chercher pour le kiff sur ce graphique. Qu'est-ce que vous voulez aller chercher? Voilà, quand je vous montre ce graphique, dites-moi à quoi vous pensez, qu'est-ce que vous avez envie d'aller chercher automatiquement, quel est le chiffre qui vous fait envie. Le 30 000, hein. Le 30 000. Donc, s'il vous fait envie à vous, il fait envie à tout le monde. Donc, ça, c'est pas pareil. C'est pas être un génie de vous dire que on va aller chercher ce 30 000. Pour moi, c'est quasiment une évidence. Avant même que le marché se replie et même potentiellement, si on a des solutions, si on a des résolutions de conflits géopolitiques, on pourrait aller chercher ce 30 000 pour dire ça y est, on l'a fait. Et après, se passer, basculer un petit peu plus dans le travail, le pullback, le retour sur les zones clés pour confirmer les gains de zone. Donc le 30 000, je pense que honnêtement, il est pour cette semaine, je vous le dis à mon avis. De toute façon, s'il n'est pas pour cette semaine, je vous le dis, il est pour la semaine prochaine. Et pourquoi? Regardez, pourquoi il va être pour la semaine prochaine. On va prendre, hop, on va faire ça. Pourquoi il va être pour la semaine prochaine? S'il y en a qui le savent, dites-le vite avant qu'on le clique. Semaine prochaine. J'ai pas entendu, pardon. Pourquoi le 30 000 il va être pour la semaine prochaine? Parce il y a la grosse truc là, c'est quand? Dans la journée à 2h30 là, ça va twister l'IPC Ah, Core. s'il n'est pas pour, il est pas pour l'IPC là, s'il n'est pas Ah pour d'accord. Eh ben s'il n'est Nvidia là, pas je pour vois la le semaine, prix. voilà, mercredi 20 mai, les résultats d'Nvidia, messieurs dames. Donc là, le Voilà. 30 000, mais c'est une évidence qu'on va l'attraper, on va le torcher, c'est sûr et certain. Il est pour nous, d'accord? Il n'y a pas photo, c'est obligé. C'est obligé. Donc, le 30 000, bien sûr que si c'est pas la semaine qui arrive, le 20 mai, le 30 000, on n'en parle plus, hein. Il est pété directement. D'accord? Donc, ici, je pense honnêtement qu'on va aller le chercher cette semaine. Si le CPI est bon, si les chiffres sur l'inflation sont bons, on va aller le toucher. On va aller au moins le toucher. On peut même le franchir. Je pense qu'on peut même le franchir un petit peu. Peut-être on reviendra après dessus. Et après, avec Nvidia, merci madame, merci, au revoir. On va tous se coucher et mettez le pyjama, c'est l'heure d'aller au lit. Parce que là, lui, il va l'attraper, le 30 000, il va lui expliquer qu'est-ce qui se passe. Donc, du coup, voilà ce qu'on peut penser et espérer. Ça va être pour la semaine à la hausse, hein, parce que attention, bien sûr, du coup, plus on va se rapprocher de 30 000, plus ça va être compliqué, hein, et c'est pas les moments de rentrer et d'acheter. Qu'est-ce qu'on peut penser à la baisse, hein, puisque nous, c'est ça qu'on va quand même aussi regarder comme zone intéressante. Ben, forcément, ça va être, vous voyez, ce canal-là, ça va être quand il va revenir dessus, quand il va revenir dedans. Et donc, là, je pense que chaque fois, si vous prenez honnêtement le plus haut de la bougie d'à côté, quand on va revenir sur ce plus haut de bougie, je ne vois pas comment il n'y aurait pas un effet de rebond intéressant. D'accord? On l'a vu en plus en séance, le côté 29 000 était bon. C'était, ouais, c'était non, 28 950. 28 950 était bon, hein, était même très bon. Donc, pour moi, c'est une très bonne zone, mais le 29 000 devrait l'être en cas si on revient. Mais on va plutôt se protéger vers 29 850. Là, ça, c'est clair. Donc, on va se l'écrire. Première zone intéressante, 28 900.
50. Merci pour toutes ces explications. Allez, à bientôt, Monsieur Burnier. Donc, 28 950, ça va être le premier rebond intéressant. Bon, 28 750, bah, je ne vais pas vous faire un dessin, vous connaissez la zone, hein, je ne vous apprends rien forcément. Mais après, il va falloir faire attention à certains moments, parce que si ça se met à rendre quand même, c'est dur d'aller trouver les zones clés pour vraiment venir chercher du point, parce que on peut avoir c'est des news qui vont faire baisser le marché, hein, c'est pas autre chose que ça, donc à prendre quand même doucement. Le 29 250 a été un bon point de rebond aussi, donc on peut l'avoir. Alors voilà, quid un petit peu là déjà de comment on va réagir sur la news de potentiel d'un conflit qui se règle en Ukraine. Mais à mon avis, il faudrait qu'on revienne là sur 29 000 ou 28 950. Il faudrait qu'on revienne dessus, mais en même temps, on est loin parce qu'on est à 350 points de cette zone-là. Comment expliquer que là, demain, le marché va perdre 1%? Pourquoi il perdrait ce 1% ou ce quasiment 1,5% sur quoi? Sur quelle info qui devrait le faire baisser? J'en vois pas. Oui, non, mais hormis ça, en fait. Sinon, il n'y a pas d'info qui pourrait lui faire perdre 1,5% ou 1%. Tu vois, sauf un tweet. Mais un tweet, ça peut faire perdre 4 ou 5% même. Tu vois, ça dépend le tweet. Ouais. Donc, voilà. Dans le week-end, il y a eu des bateaux qui ont été bombardés avec des drones. Est-ce que ça va inquiéter réellement? Point d'interrogation, parce que finalement, on voit qu'il n'y a pas réellement de riposte, le conflit il grossit pas réellement. Hein, donc, et puis surtout, on voit que nous, le Nasdaq, c'est pas ça qui le fait baisser, en fait. Hein. Donc, je vois pas comment on pourrait regarder vers en bas, honnêtement. Alors, on se le marque, le point de rebond idéal. Pour moi, c'est le 28 950, ça voudrait faire quand même une baisse de 1,5. Peut-être le jour où on va avoir le CPI, peut-être si on a un mauvais CPI, on peut perdre 1,5% mardi et on peut peut-être voir pour revenir vers du 28 800, 28 750. Mais je vois pas comment on aurait plus bas que ça. Hein. Voilà. Donc, à mon avis, il faudrait que là, maintenant, on se mette à considérer, parce que cette bougie, quand même, de vendredi, elle est solide, quand même. Hein, elle fait plus 3% presque, entre le point haut et le point bas, en tout cas. Donc, là, il faudrait qu'on ait un peu, peut-être, une bougie qui ne recasse pas le plus haut, parce qu'on n'a pas de news demain, mais qui reste finalement avec en point haut le 400 et peut-être en point bas les 229 250 et 29 250 on voit que c'est quand même une zone une belle zone qu'il a travaillé et sur laquelle il est resté. Si je me trompe pas, Michel, le soir c'était ce que tu avais fait d'ailleurs, non? Et après, il est parti. Donc voilà. Voire même aller à la rigueur le 29 100, 29 000, entre 29 100 et 29 125, c'est aussi, on va dire, assez intéressant. Mais voilà. Donc voilà un petit peu le seul endroit, en tout cas. Après, il faut suivre les lives. Pour moi, il n'y a pas de zone là réellement clé, hormis quand il va réintégrer le canal, mais je ne pense pas que ce soit pour cette semaine. Le CPI devrait être plutôt bon des chiffres que l'on a, donc je ne vois pas non plus comment il pourrait drainer le marché à perdre 2 ou 3%. Et puis cette semaine, on n'a pas non plus d'enjeu majeur. On devrait calmement, à mon sens, un petit peu plus latéraliser avant d'avoir Nvidia la semaine prochaine qui nous permettent réellement de franchir les 30 000. Mais pour moi, je pense qu'on ira chercher les 30 000
dans la semaine. Et donc, il faut, pour aller chercher 30 000, il faut gagner là 2%. Hein, donc, c'est pas énorme. Voilà, 0,5 par 0,5, on peut aller le chercher. Voilà. Imaginons, on fait 0,5 lundi, on fait plus 1 mardi, et donc, on peut aller ou même 0,5 lundi. Avec le CPI, on peut faire plus 1, plus 1,5, aller toucher le 30 000 et puis faire du moins 0,30 le mercredi, et jeudi, vendredi, être à l'équilibre, hein, plus 0,30 le jeudi, moins 0 quelque chose le vendredi en attendant. Voilà. À mon sens, on devrait latéraliser un petit peu dans cette boîte-là, entre le 28 900 ici et le 30 000. Quoi. Ça nous fait quand même 1100 points, mais bon, c'est pas non plus, de toute façon, sur du 30 000, le 1100 points, c'est plus énormément d'écart. Voilà. Donc, voire même le 1000 points, hein, même on peut prendre. Voilà. Donc voilà, ce que on peut, même pas 700 points, pardon. Voilà ce qu'on peut se noter. Une fois qu'on aura touché les 30 000, il faudra bien attendre que le rouge passe avant de re-rentrer. Voilà ce qu'on peut se noter. Est-ce que c'est clair et c'est bon pour tout le monde? Ouais, pour moi, c'est bon. Impeccable. Très bien. Nickel. Merci. Oui. Ouais, moi, c'est très C'est bien. toujours les heures françaises, oui. Ah, pardon. Ouais. Donc voilà. Une fois 30 000 touchés. Hein. Donc voilà, le risque, c'est qu'il soit vraiment le 30 000 en touchette. Hein. Ça, pour moi, sur cette semaine, on peut venir le toucher et hop, se mettre à rendre un peu et attendre la semaine d'après pour vraiment le péter. Oui, ça ouvre à minuit. Allez, bon, parfait. Écoutez, vu qu'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser. Donc, on se dit à demain pour le premier live de la semaine. On espère faire une aussi bonne semaine que celle d'avant, puisqu'on est sur 5 jours de vert. Je vais mettre en place là le suivi aussi tableau pour le soir, parce que Michel a quand même fait une soirée dans la semaine à 400 ou 500, donc c'est quand même beau. Donc voilà. Donc on espère une aussi bonne semaine que celle qui vient de passer. Merci à tous d'avoir été là. Et donc, à demain pour le live. Ça marche, bisous. Ciao, Ouais, ciao. Nicolas, avec plaisir si tu apprends, Ciao. c'est comme ça. À demain. Voilà, ça a relancé ton bac. Ouais, c'est parfait. Tant mieux, tant mieux. Mais n'hésite pas à poser des questions. N'hésitez pas, même ceux qui étaient là et qui sont venus en invité par Richard. N'hésitez pas à poser des questions. Vous envoyez un mail sur le site et vous nous posez toutes vos questions, que ce soit même des questions pour comprendre le marché obligataire, j'en sais rien, on s'en fiche, n'importe quoi qui vous convienne, et ou même si on a utilisé un terme qu'on n'a pas compris, c'est le moment, il faut poser des questions. Comme ça, on progresse tous ensemble. C'est surtout ça l'intérêt. C'est le trading, c'est bien, mais vous verrez que le trading, honnêtement, c'est quand même ultra simple. Le plus dur, c'est justement de ne pas être dans le côté émotionnel, et le côté émotionnel de se dire mais c'est pas possible, il va monter jusqu'où, les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel. Et je peux vous dire, et il y en a en plus aussi sur les réseaux, mais je peux vous dire que même de manière générale, il y a des gens qui sont vendeurs dans ce marché-là et qui vendent tous les jours, qui prennent des ventes et qui se font défoncer parce qu'ils se disent qu'ils vont avoir le big short, qu'ils vont avoir la vente au plus haut et que le marché va s'effondrer de 30% et qu'eux, ils seront rentrés au meilleur endroit. Mais sauf que il faut pas chercher à aller contre la foule. Si tu marches dans la rue, que tu vas à un endroit et que tu vois une masse de gens marcher dans l'autre sens, c'est humain,
C'est comme ça, naturellement, tu vas te dire, est-ce que je fais bien d'aller vers là-bas? Est-ce que je ne devrais pas les suivre à eux? Mais quand on est sur le marché, comme il y a un aspect financier, on se dit, moi, j'ai envie d'être le meilleur, j'ai envie d'être entré et de pouvoir dire à tout le monde, regarde, je suis le seul qui a cru, c'est moi qui ai fait le meilleur trade. Et donc, voilà, ça c'est un gros aspect psycho, mais il ne faut pas y être. Là, il suffit de suivre tout simplement la masse. C'est ça qui fait gagner sur les marchés avant tout. Voilà. Donc, merci à tous et à bientôt. Oui, bien sûr, Nicolas. Ben, on le travaille ensemble, mais il faut poser des questions. Voilà. Il faut poser des questions pour qu'on puisse travailler le lexique. La Comme on curiosité dit. n'est pas un vilain défaut. Au contraire, c'est pour ça qu'on est là. Voilà, Exactement. Michel a eu un master en finance de marché, Ah vous ouais, tu voyez. m'en donnes. Moi, je et, suis à la et, sixième. J'ai pas et dépassé. voilà, et en 2 ans, il comprend les Ah, termes. c'est pas un truc, Regardez, hein. il a même, vous voyez, alors que pourquoi on a fait ça avec Michel, c'est que justement, Michel, c'est le profil type de se dire, mais c'est pas possible, c'est pas normal que le marché vale aussi cher. Et donc, vous voyez ce que je lui ai dit, ce serait bien que tu arrives à te dire, bah, tiens, comment ça se fait que moi je pense que c'est pas normal, mais le marché, lui, tous les jours, il pense que c'est normal, et essayer de prendre du recul sur notre position initiale, en fait, pour se dire, bah, tiens, est-ce que finalement, il n'y a pas des choses qui font que moi je les vois pas parce que c'est pas mon quotidien, mais c'est le quotidien du marché, et donc pourquoi j'ai pas le même avis? Et, euh, et vous voyez, il a trouvé en plus les éléments clés. Et donc de lui-même, il s'est dit, bah, tiens, en fait, finalement, les résultats sont bons. Finalement, le PIB américain, il est poussé par le marché que je suis en train de trader. Trump aime aime les marchés et veut que les marchés soient hauts, puisque c'est quand même des causes, hein, qui fait que Trump est élu aussi, hein. On ne va pas repartir sur le débat, mais les Américains ont des retraites par capitalisation. Si les bourses vont bien, les Américains ont de l'argent qui rentre aussi, hein. Ça, c'est aussi important. Nous, on est sur un modèle de retraite complètement différent. Beaucoup d'Américains ont de l'argent placé en bourse, donc quand Trump fait monter les marchés, ça leur plaît, et que en plus de ça, l'avenir finalement, hein, le marché price l'avenir, et l'avenir a l'air meilleur que le présent, et donc ça tire le marché aussi un peu vers le haut. Donc voilà, donc vous voyez, il a trouvé les bonnes réponses, alors que c'est pas son avis, mais c'est bien parce qu'on travaille comme ça sur les éléments. Voilà. Ouais. Allez, bon, ben, je vous dis merci à tous Allez, et bisous. à demain. Ciao, Ça ciao. marche. Bisous à tous. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, Max.